Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Dans le cadre de la présidence de l'Union africaine du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un professeur, philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa. Il s'agit du professeur Ngoma Binda. Et nous allons discuter avec lui sur la restitution des œuvres pillées, volées pendant la colonisation européenne en Afrique. Et pour bien faire, il y a eu une publication faite par deux Français. Ces Françaises, je vois peut-être sont des femmes ou bien des hommes, Félouine Sarr et Bénédicte Savoie. Le titre est intitulé « Restituer le patrimoine africain ». Et le professeur Ngonda Binda, qui est professeur congolais, a eu la chance de lire ces rapports qu'on avait envoyés au président Sarkozy. Il a tenté de répondre à certaines questions. Mais il faut dire que la demande de Sarkozy pour qu'on puisse faire un rapport sur les œuvres d'art, la restitution des œuvres d'art en Afrique, n'est pas un fait du hasard. Parce que déjà en 2006, à Khartoum, dans la charte de la Renaissance culturelle africaine, il était prévu pour qu'on puisse restituer ces œuvres d'art volées, pillées aux Africains. Et ça a bien coïncidé avec la présidence de l'Union africaine, la présidence du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et son thème principal, l'Union africaine au service des peuples africains. Donc le président Tshisekedi a mis le peuple africain pour la toute première fois au centre de l'Union africaine. Et pour en parler, pour vous rappeler, j'ai fait appel au professeur Ngoma Binda, pas Ngonda, qui a fait un article intitulé « Faut-il restituer à l'Afrique de ses œuvres d'art au nom du droit de disposer de ses propres biens ?» Professeur, une question. Qu'est-ce qui s'est passé avant de répondre à ta question que tu as essayé un peu de poser? Bien. Merci, cher Freddy et DGA, de m'avoir invité. J'ai réfléchi effectivement à la sortie de ce rapport. Il s'agit d'un rapport qui avait été commandé par le président Macron. Vous vous rappelez, en novembre, je crois, 2017, il était à Ouagadougou, où il a fait un discours fort intéressant, notamment suggérant de pouvoir restituer les biens culturels qui ont été emportés par les colonisateurs. Et après, l'année après, il a commandé donc cette étude à Félouine Sarr, qui est un Sénégalais, il est poète, homme de culture, et à Madame Bénédicte Savoie, qui est française, mais elle enseigne à Berlin. J'ai lu le rapport qui est sur Internet, mais j'ai constaté qu'en fait, ce problème, le président de la République le prend à bras-le-corps. Les Français, quoi. Macron. Oui, prenons d'abord Macron, oui, bien entendu, parce qu'il a commandé cet ouvrage, ces rapports, une étude en fait sur la question de la restitution éventuelle des œuvres d'art africains. Des objets, des œuvres d'art et parfois même, on parle des archives, mais les archives, ça, c'est une autre question. Exact. En fait, le problème, c'est que pendant la colonisation, un nombre très très important d'œuvres d'art, des objets culturels africains ont été volés par les colonisateurs. Quand vous allez dans tous les musées d'Europe, vous trouvez des milliers, je dis bien des milliers d'objets d'art accumulés là-bas, conservés, mais volés, pillés pendant la colonisation. On parle de 5%.
Pardon? 95% de... Ah oui, 100%, 95% ah oui. se trouve à l'extérieur. Voilà. Quand vous allez à Tervuren, par exemple, près de 180 000. Rien que venus d'Afrique, du Congo, du Congo ici, du centre, le Centre-Afrique, des colonies belges. Vraiment des milliers. Et d'une grande valeur. Mais comme on blaguait tout à l'heure, on parlait des fétiches. Vous savez, quand les missionnaires arrivaient, ils nous dépossédaient de ces objets, soi-disant que ce sont des fétiches. On les stockait quelque part et ils amenaient en Europe. Ceux qui avaient été acquis, les objets d'art qui avaient été acquis d'une manière un peu rusée. Mais pour la plupart, c'était simplement par la violence. Donc on vient, on chasse les gens, bon voilà tout ce qu'il y a là, bon, ils les prennent, ils emportaient. Et ça, c'est un peu dans tous les pays colonisés, non seulement d'Afrique, mais même d'Asie. Inde, par-ci, par-là. Même la Chine, ils ont pillé. Même la Chine, ils ont pillé, ils ont amené des objets qu'ils considéraient chez nous comme des fétiches, mais chez eux, c'était des objets de grande valeur. Grande valeur artistique, mais également grande valeur marchande économique. Parce qu'ils mettent dans les musées, ils vendent, ou ils font voir ces objets, et avec les musées, ils font de l'argent. Alors, à un certain moment, la conscience s'est éveillée, les Africains se sont dit, il faut restituer nos œuvres. Vous nous pillez avec les ressources humaines que vous avez mises sous esclavage et que vous avez emportées par-ci par-là en Europe et aux États-Unis. Vous nous pillez avec nos minéraux, etc., nos forêts. Vous nous pillez également avec nos œuvres d'art. Ne fût-ce ce qui est restituable, vous devez nous le restituer. Et déjà, ce problème, je crois que les gens se rappellent bien, déjà en 1973, chez nous, ici, Mobutu avait posé ce problème à partir de l'Assemblée générale des Nations unies. Il avait posé déjà ce problème, le fameux discours qu'il avait prononcé à New York. Donc, nous avons le droit de récupérer nos objets d'art parce que c'est notre propriété africaine, sont nos productions intellectuelles. Mais malheureusement, bien entendu, ceux qui ont acquis ces biens, les propriétaires seconds, pour ainsi dire, eh bien, ne veulent pas les rendre. Non, mais le problème, quand on vous a remis des œuvres d'art, je pense que le lendemain, on avait encore volé les arts, ces œuvres, on a mis ça sur le marché international. Ah oui, c'est un problème. Non, je parle au moins du cas du Zaïre. Ah oui, c'est un problème. Vers 1976, au 74-76, à la suite de la demande de Mobutu, on avait restitué à peu près 1000 objets. Oui. Ça, c'est par les Belges. Par les Belges, oui. Et puis, après, ça a disparu. Bon, quelques-uns de ces objets auraient disparu. Je n'ai pas véritablement... Et le reste, ça se trouve où? Ça se trouve dans notre musée. Vous savez qu'on vient de construire un grand musée. C'est l'un des musées les plus modernes, je crois, qui existe. Je suis allé voir. Il y en a qui ne vont pas voir, malheureusement. Mais il y a tellement d'objets d'art que finalement, mon Galliema là-bas, il y en a encore qui sont là, qui ne sont pas... Arrêtez que vous avez enlevé, voilà. On ne sait pas là où on a mis ça. Voilà. Ok, prof, mais une question. Parmi ces gens, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas remettre, les autres disent non, il faut remettre, certains disent non, non, il faut... Il y a à peu près 3 positions. Oui, ceux qui ne veulent pas, d'abord prenons ceux qui veulent qu'on restitue, c'est-à-dire essentiellement des Africains, le président Mobutu, on vient de parler, l'Union africaine, le président... Tshisekedi, etc., veulent qu'on restitue nos œuvres d'art. Mais quels sont les arguments? Les arguments, 1, il est absolument immoral que les autres peuples viennent voler nos biens qu'ils emportent chez eux, en venant parfois avec des fusils, par la violence, ou comme je disais tout à l'heure, par la ruse. La ruse, essentiellement, c'est des missionnaires. Les missionnaires disaient que ce sont des fétiches, que c'est mauvais, qu'il faut enlever ça, prenez ça. Il y en a qui ont brûlé et d'autres, on les stockait. Je me rappelle encore, là où j'ai étudié, il y avait... c'est où vous avez étudié? Au petit séminaire de Mbatakela. Mais il y a une paroisse, il y a une mission, la plus ancienne, je crois, Kangou, dans le Mayombe,
il y avait un musée formidable qu'on aimait aller voir quand nous étions au petit séminaire. On descendait voir à Kangou, il y avait un musée. Mais quand, quelques années après, vers 80-85, vous y descendiez, vous ne trouvez plus rien du tout. Rien, vraiment. Je suis encore parti là il y a 3 ans à peu près. Il n'y a plus rien. Tout a été emporté. Par qui? Parfois nous-mêmes. Nous-mêmes, les prêtres, les abbés, puisque ce sont les abbés qui sont restés là. Et c'est un peu partout, dans toutes les paroisses, dans tous les coins de notre pays et de l'Afrique. Et vous parlez des arguments de ceux qui veulent que ça reste. Voilà, oui, ceux-là veulent que ça retourne. Et nous aussi, nous voulons que ça retourne. C'est pour cela que l'Union africaine y revient. C'est important. C'est parce que c'est immoral d'aller voler les biens d'autrui. Deuxièmement, les objets d'art constituent des traces de mémoire de notre histoire. Il faut que nous puissions faire voir aux générations actuelles et aussi aux générations futures que nos ancêtres et nos grands-pères et nos pères ont été des artistes, qu'ils ont créé de la culture. Et pour faire voir ça à nos générations, à nos jeunes gens actuels, il faut que ça revienne. Autrement, on prend l'avion, il faudra aller à Tervuren, il faudra aller dans les musées d'Allemagne ou de Paris. Il faut que nous puissions apprendre à nos enfants à connaître notre passé, notre culture, à travers précisément les œuvres qui ont été créées et qu'on nous restitue. Si c'est proche, on a la chance d'aller voir. Mais si c'est éloigné de l'autre côté, c'était pas. Troisième argument, ils disent que ces biens culturels sont certes des biens culturels, peut-être spirituels, mais également des biens économiques. Parce que en les stockant dans les musées, il y a les touristes qui viennent voir. Il y a ceux-là qui aiment bien contempler l'art. Et ils n'y vont pas gratuitement. Ils payent 10 euros ou je ne sais pas quoi. Donc, ça a une valeur économique très importante. Vous savez, il y a des œuvres d'art qui parfois coûtent des millions d'euros ou de dollars. Donc, nous avons, nous aussi, le droit de jouissance économique de ces biens-là, culturels. Quatrièmement, récemment, je voyais, je crois, à une chaîne de télévision, des œuvres d'art qui font pratiquement des miracles. Vous touchez, oui. Je crois, vous devez avoir vu ça. Vous touchez sur ça, et bien vous allez, une femme qui est stérile, conçoit. Bon, moi-même, évidemment, avec la rationalité que nous avons acquise des autres, nous doutons. Vous ne croyez pas, vous doutez. Mais nous doutons. Mais c'est la réalité. Mais ça peut être la réalité. Donc il y a cette dimension mystique qui se trouve dedans. Mystique, spirituelle. Ouais. Nos objets d'art qui étaient utilisés par nos ancêtres, ça avait un pouvoir, pas simplement magique, mais un pouvoir spirituel très 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 fort et qui pouvait arriver à faire des miracles. Il y a chez les Bakuba une statue qui se trouve à Londres. Oui. Au musée on appelle ça le Muséum de Londres. Ça se trouve là-bas, c'est la statue de Chamba Blongongo. Chamba Blongongo avait fait cette statue en disant si ceux qui viendront après moi, les rois, ils sont en difficulté, il faut qu'ils voient cette statue. Et automatiquement, ils sont encouragés pour se battre, pour traverser des moments difficiles. Mais curieusement, cette statue se trouve à Londres, dans un musée. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a cette dimension aussi mystique. Il y a cette dimension qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça peut expliquer pourquoi il faut que nos œuvres d'art reviennent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Il faut qu'on puisse restituer nos œuvres d'art. Mais il y a ceux qui disent non, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas seulement les Occidentaux, mais aussi ce ne sont pas que les Occidentaux. Ils avancent essentiellement 2 arguments. Le premier, c'est que, ça c'est surtout par les Occidentaux, c'est que ce sont des biens qu'ils ont acquis. Et il y a des objets qu'ils ont dû acheter, et il y a des objets qu'ils ont dû recevoir en don par une famille ou qui a donné à des missionnaires, volontairement qui a donné. Et eux vont remettre à des musées, ou bien dans leur collection d'art, à la maison, ou quelque part d'autre, ou d'autres carrément les remettre
dans les musées. Et alors là, comment vous allez distinguer ce qui a été acquis de façon illicite et ce qui a été de façon totalement licite, par exemple, comme par achat ou par don. Hein, comment vous allez distinguer ça? C'est difficile. Il y a une autre difficulté, ils disent, c'est qu'il n'y a pas toujours eu de traçabilité, même si on sait que tel objet vient du peuple Luba, tel objet vient, mais exactement où que c'était pris. Parce que les collectionneurs d'œuvres d'art prennent soin de marquer parfois l'origine, et parfois même le donateur, si c'est parfois même les... Mais depuis qu'il y a ce vent de demande de restitution, il y a eu falsification également par les Occidentaux, les conservateurs de musées. Il y a falsification de telle sorte que quand vous allez là-bas, vous allez trouver presque tout a été étiqueté don. Non pas que ça a été acquis comme ça, de manière frauduleuse ou tout ça, ou violente. Dans ces conditions, que faire pour qu'on puisse identifier les dons là, c'est bien pillé. Il faut suivre la démarche probablement qui est préconisée par les rédacteurs de ce rapport, c'est qu'il faut la négociation et la bonne volonté de ceux-là qui possèdent ces musées. La volonté politique de Macron s'est déjà exprimée, elle est là, mais les conservateurs de musées, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui veulent, on a déjà restitué plusieurs œuvres, mais parfois les meilleures œuvres d'art, qu'ils considèrent comme de grands trésors, par exemple, qui ont été faits en or, en cuivre, en bronze, ou tout ça, qui sont très éclairés. On les garde, on les cache. Et s'ils refusaient, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire qu'il y ait un rapport de force pour les pousser à céder ça? Non, le rapport de force, dans notre situation actuelle, nous n'avons aucun élément vraiment efficace de chantage ou même de force pour demander. Donc on attendra quand ils seront forts, on va les récupérer. Ah, peut-être cela. Oui. Quand nous sommes vraiment forts, nous avons la puissance de marchandage ou de négociation, là, il est possible de récupérer. Mais notez que Mobutu a pu faire revenir 1000 objets. Parce qu'à ce moment-là, Mobutu était très fort, quoi. C'était très fort. Mais ça a disparu, ça le problème. D'abord, il prenait la politique de l'authenticité, oui. Hein, donc une sorte de renaissance africaine, oui. Et également, sur le plan... Prof, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ces gens parce qu'on dit, regardez, on avait remis à Mobutu, ça a disparu. Est-ce que les nouveaux dirigeants actuels, est-ce qu'ils feront mieux? Il me semble que tout n'a pas disparu. C'est stocké, vraiment. Je ne suis pas muséologue, moi-même. Je ne suis pas historien non plus, mais je fréquente le musée, je fréquente les gens qui s'occupent de nos musées. Nous avons même des professeurs qui sont chez nous, à la faculté des lettres et sciences humaines, qui s'occupent de cela. Et je m'informe en tant qu'intellectuel, et notamment lorsque je rédigeais cet article-là, et j'ai fait une conférence à Rabat sur ça, et... il fallait bien, mais il y a eu, pardon, pour terminer avec votre question, c'est qu'il y a eu des vols qui ont vendu de nouveau, mais il y en a encore qui ont été bien protégés. Et avec la construction des musées sécurisés, je pense que nous sommes à mes yeux, pour le moment, de garder nos œuvres d'art. Ok. Ici, on parle beaucoup plus de l'Afrique noire. On a oublié aussi qu'on a pillé l'Égypte ancienne. Oh, oui. Les autres, dans ces rapports, on parle des œuvres des pharaons qu'on avait pillées, qui se trouvent à Louvre et ailleurs, dans le monde européen. J'ai l'impression qu'on ne veut pas en parler. Oui, donc c'est pas l'Afrique. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais d'après la lecture que j'ai faite, le président Macron a beaucoup tablé sur la restitution des œuvres d'art de ces anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. Et les rédacteurs, les chercheurs, les deux là, ont fait les recherches justement tout sur ces pays-là. Mais l'Égypte, oui, c'est... Moi, j'ai vu en Allemagne. Du temps de Napoléon, ils sont partis piller les tombes, tout ça,
Oui, en Égypte. En Égypte, ils ont tout pillé. Dans un musée d'Allemagne, une ville qui s'appelle Hildesheim, quand j'étais là, près de Hanovre, j'étais émerveillé de voir les objets d'art qui sont là, mais vraiment incroyables. Hein, et qui venaient notamment d'Égypte. Oui. C'est vrai. Bon, maintenant, comment les récupérer, tout ça, bon. Vous voyez, dans la tactique qu'ils appellent le pré-circulatoire. Ça, c'est le troisième argument. Peut-être, oui. Là, la troisième position. Voilà, la troisième position, c'est qu'il y en a qui veulent qu'on restitue, mais périodiquement, et ça rentre de nouveau au pays de recel, moi j'appelle ça, au pays de recel. Et puis, plus tard, une autre collection viendra, on expose pendant 6 mois, 1 année, et puis ça retourne. Alors que ça devrait être l'inverse. Normalement, à mon avis, ça devrait pouvoir être que c'est nous qui possédons, qui mettons dans nos œuvres, dans nos musées, et c'est nous qui prêtons aux autres. Et non seulement à l'ancien colonisateur, mais nous pouvons prêter à tous les autres pays. C'est notre faute à nous. Il ne faut pas les condamner. Oui. Quand vous venez, surtout en Afrique noire, la confusion est totale. On a l'impression que les élites sont inconscientes. C'est normal, ceux qui sont malins, ils viennent vous mentir et vous piller. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même qu'il y ait quand même un débat intellectuel entre ceux qui connaissent et connaissent les hommes politiques ne comprennent presque rien. Parce que c'est la politique qui dirige. Si aujourd'hui les politiques ne disent rien, même si vous, en tant qu'intellectuel, vous parlez, ça va passer ailleurs. C'est exact. Il n'y a pas moyen de faire une pression. Notre chance, justement, c'est cette prise de conscience de l'Union africaine concernant le problème. Vous avez commencé par là notre conversation. Les chefs d'État africains, pour la plupart, se réveillent à cette nécessité de valoriser la culture. Parce que professeur, vous ne pouvez pas dire que ce sont les peuples qui sont réveillés. Parce que quand je fais un peu le tour de l'Afrique, je suis les télévisions africaines. On n'en parle même pas. Alors que le président Tshisekedi est président de l'Union africaine. Et le thème est très clair, art et culture pour une Afrique que nous voulons. On n'en parle même pas. Il faut justement que les hommes politiques... Ce sont les hommes politiques qui ne comprennent rien du tout. Oui, les hommes politiques doivent pouvoir organiser des conférences. C'est que nous faisons avec... Il faut les contraindre. Oui. Il faut les contraindre de l'organiser. Il faut d'abord les réveiller. Entre autres part, ce que nous faisons ici. Beaucoup ont peur parce qu'on sait que si vous voulez dominer un peuple, il faut casser sa culture. Sa culture, c'est exact. On nous a cassé. Ses langues. Et les gens qui veulent nous dominer ont peur que les peuples africains se réveillent. Que faire? Quand vous tenez un discours sur l'histoire, sur l'art, on vient saboter. Et curieusement, avec la complicité des Noirs africains. Malheureusement, il y a toujours de la complicité quelque part. Vous savez l'authenticité, pourquoi j'ai écrit, je vous ai donné un exemplaire de mon livre sur l'authenticité, l'essence, la signification profonde de l'authenticité. Mais pourquoi l'authenticité, cette politique a échoué? Mais parce que ceux qui nous ont colonisés veulent que nous continuions à parler français, veulent que à l'école, c'est leur valeur culturelle qui puisse passer, etc. Donc, tant que nous sommes dans ce rapport de force toujours déséquilibré en notre défaveur, nous n'avons pas d'économie forte, nous n'avons pas donc le pouvoir de leur faire changer le langage. Est-ce que le problème, ce n'est pas un problème pas d'économie, mais de l'intelligence? On a l'impression que... oui, les deux. C'est beaucoup plus l'intelligence que l'économie. Oui, parce qu'on a tout. Oui. Mais on meurt de faim. On peut avoir de l'intelligence, mais qu'on n'utilise pas pour mieux s'organiser. Là, vous avez raison. Donc on peut dire qu'on est aliéné. Bien entendu, ça aussi, c'est clair. Mais parce que dans le programme du président, vision stratégique, l'Afrique, nous voulons une Union africaine au service des peuples. Donc, président, c'est l'Union africaine 2021-2022. Donc, sous le président Tshisekedi, il est prévu qu'on puisse faire la campagne pour ratifier la charte, la charte de l'Agence africaine culturelle. Et le président Tshisekedi, dans son programme, il a prévu que cette année, on doit ratifier, au moins 2/3 des États doivent ratifier cette charte pour que ça entre en vigueur. Mais curieusement, notre Parlement n'est même pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que le président s'est fait entourer de gens qui doivent en parler. Le panel
il a un panel de gens autour de lui qui doivent pouvoir mettre sur pied le programme. Le président de la République est en même temps président de l'Union. Il a beaucoup de matière à faire, beaucoup sollicité. Et alors ce panel-là doit pouvoir concevoir et lui remettre et pour qu'on passe au Parlement, etc. Donc il faut aider le président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont les élites intellectuelles qui sont complices parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire, mais pourquoi les élites intellectuelles, les philosophes comme vous, les historiens, des écrivains, pourquoi vous ne parlez pas? Parce que normalement, on devrait avoir un peu dans l'opinion la position des intellectuels, des gens de culture, pour qu'on puisse quand même artifier cette charte de la Renaissance africaine. Oui, c'est vrai, beaucoup ne connaissent pas tout ça, beaucoup n'en parlent pas, même ceux qui sont censés être des hommes de culture ne connaissent pas. Mais non, ils sont complices. Ils sont complices parce qu'ils connaissent, mais ils sont complices. Peut-être complices ou quoi, du silence ou de la non-action. C'est possible, mais moi je considère également que l'homme politique doit pouvoir donner la possibilité de réveil des intellectuels. Moi j'ai proposé déjà à un niveau supérieur, j'ai déjà proposé des conférences qu'on puisse tenir. Mais c'est prévu pas dans le programme du président. Mais malheureusement, il a fait un discours, il a dit très clairement. Voilà, donc on doit se saisir de ça, et ceux qui sont au fait de cette problématique doivent parler, doivent organiser des conférences, que les gens connaissent c'est notre ministère et qu'on de la culture. aille dans chaque pays. C'est le ministère de la Culture qui doit faire ça. Par exemple, le ministère de la Culture. Malheureusement, vous le savez, et nous en avons parlé une fois ici, dans nos pays, on ne voit pas véritablement l'importance pour le ministère de la Culture. Ailleurs, c'est très, très, très important. En France, par exemple, avec Malraux. Oui, mais ici, généralement, on prend n'importe qui. J'ai dit n'importe qui. Je ne parle pas, je ne connais pas le ministre actuel de la Culture, mais généralement, on accorde très peu d'importance à la culture. La culture, c'est ce que nous faisons ici. C'est parce que vous, professeurs, je prends l'exemple aujourd'hui, il y a trop de professeurs qui ont été des ministres. On a fait quoi? De la culture. Même pas de la culture, au moins. Il y a des premiers ministres qui sont des professeurs d'université. Le ministre de la culture. Pourquoi on ne pouvait pas réclamer à ce qu'on prenne un ministre important pour lui confier la culture là, ce n'est pas... Comme ailleurs. Non, on ne réclame pas pour... Parce qu'on a l'impression que vous parlez quand vous êtes en dehors du système. Quand vous y entrez, une bouche qui mange ne parle pas. Surtout quand elle est pleine. Non. Le premier aspect de ce que vous évoquez, c'est qu'il n'y a pas un groupe qui va réclamer pour qu'on mette un ministre de la culture, professeur ou tout ça, qui connaît effectivement la culture. Non, c'est le pouvoir politique lui-même qui doit pouvoir remarquer, qui doit pouvoir connaître ces gens. Ailleurs, on le fait. Il y a les services d'intelligence. Mais ce n'est pas simplement pour détecter les ennemis. C'est également pour détecter les valeurs qui doivent pouvoir être ça et là utiles au pays. Pourquoi on ne détecte pas ces gens? Et pourquoi on ne les met pas? Voyez. Donc là, c'est un aspect, je vous assure, très, très tragique pour nous, parce qu'on n'arrive pas encore à se donner la volonté d'identifier les véritables ressources qui puissent faire en sorte qu'elles travaillent au relèvement, au redressement et au décollage du pays. C'est cela le grand malheur. Donc, nous les professeurs, oui, et peut-être qu'il y en a qui ont été là, mais quand je passe en revue depuis 60, je ne vois pas qui ont été là pour voir. Au ministère de la Culture, je ne vois pas. Mais au moins, il y a quand même des écrivains, des philosophes. Oui. Et des journalistes qui ont quand même occupé ce poste. Oui. Ils ont fait quoi? Je vois quelques-uns. Quelques-uns, je peux citer, le professeur Massigavio a été là, j'étais même conseiller ministre de la Culture. De la Culture. Même il n'était pas encore... Oui, il était écrivain. Ouais. L'écrivain, à l'époque, président de notre cercle des écrivains zaïrois, à l'époque. J'étais là. Et il y avait d'autres. Mais vous savez, je n'ai jamais été ministre. Il y a ceci. Vous parlez en tant qu'individu. Oui. Moi, je me pose une question. Vous avez un département de philosophie là-bas, je pense à philosophie et culture. Philosophie générale, oui. Générale, oui. Mais faculté des lettres et sciences humaines. Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas faire un lobbying aujourd'hui? Parler en tant qu'intellectuel, penseur, philosophe, écrivain, dire au président qu'on s'occupe de la culture, mais des revendications écrites.
avec des propositions très claires. Est-ce que pour ça il faut qu'on vienne vous demander ou bien ça vient de vous-même? Je me rappelle vous avoir dit ici dans une émission antérieure que à l'arrivée du gouvernement antérieur, la faculté, ou plutôt le département de philosophie a rédigé un document dans le cadre du changement des mentalités. Notre faculté, où on enseigne l'éducation à la citoyenneté, etc., nous avons adressé, le chef de département et moi. Le chef de département, c'est un prêtre jésuite, je crois, vous l'avoir dit, il s'appelle Manuelo. Et nous avons envoyé. Nous n'avons jamais eu une réaction. Comment voulez-vous que nous puissions aller forcer la porte du ministre, la porte de la présidente, la porte... Mais nous le faisons. Prof, et je vais vous dire... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, vous déposez, il n'y a pas de réaction. On fait comment? On crée un rapport de force. Il y a les médias. Vous pouvez vous plaindre parce que les pays partent à cause de cela. Bon, vous donnez, personne ne vous écoute. Vous avez les médias, vous avez aujourd'hui, on peut dire qu'à TNC, on peut ne pas laisser passer, mais vous avez Internet. La liberté est là. Mais parlez. Mais les gens parlent. Et bon, j'avoue, et je suis d'accord avec vous qu'il y a très peu de gens qui parlent, mais chacun n'est pas dans le même domaine. Chacun a son domaine. Il y en a qui s'occupent de la culture, plutôt de l'agriculture, de l'économie ou de polytechnique et autres. Mais ceux qui s'occupent de la culture comme telle, même au sein de la faculté des lettres et sciences humaines, ils ne sont pas très nombreux. Moi, si je m'occupe de ça, d'ailleurs, je suis de la philosophie, mais parce que j'ai un esprit qui touche un peu à tout, qui réfléchit un peu sur plusieurs domaines à la fois. C'est pour cela que j'ai rédigé ce rapport qui a été envoyé sur ces mêmes problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure là que dès que le président en a parlé, je me suis dit il faut qu'on fasse des conférences. D'abord ici au pays. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de conférences pour qu'on en parle. Est-ce qu'il y en a où? Bon, écoutez, voilà. Et quand vous demandez l'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai fait une conférence à Rabat. Rabat, quand je suis allé enseigner, j'ai fait une grande conférence sur ça. Les gens étaient émerveillés. C'est les Marocains. Bon, là, c'est les Marocains. Oui, ils ont notre culture que nous. Ici, comme vous dites, bon, il faut que l'homme politique également nous prenne d'une manière ou d'une autre en charge, nous aide. Prof, moi, je ne pense pas que c'est le problème de l'homme politique. C'est le problème des intellectuels. Il faut se partager. Bon, je le fais avec vous. Il y a ceux qui font de la politique maintenant. Ils font l'action. Vous, votre travail, c'est faire pression sur les hommes politiques. Il faut les orienter. Ça signifie que vous devez être dans les médias. Heureusement que vous avez écrit. Ouais. Vous avez suivi. Mais combien ont écrit? Encore une question. Combien ont lu? Combien lu? Voilà, combien de débats? Combien lu, voilà. Normalement, parce avec cette période... À part une réaction ou deux que j'ai eues avec des collègues qui ont lu, notamment un professeur qui s'occupe des musées, le prof Bakwa Loufou, il n'y en a pas d'autres qui ont réagi à cet article sur la culture. Donc on peut dire que les problèmes, ce n'est pas les politiques, c'est l'élite intellectuelle qui est un peu... La politique aussi. Non, l'élite intellectuelle désarticulée ou bien désorientée. Il ne faut pas exonérer l'homme politique. L'homme politique, c'est le cœur, c'est celui qui trace les orientations majeures, qui donne les moyens intellectuels sont là, mais les moyens d'action, qu'on le veuille ou non, mes chers amis, c'est le pouvoir politique qui les cherche, et le pouvoir économique. Soyons pragmatiques, nous sommes déjà à la fin. Oui. Maintenant, cette année, c'est l'année de l'Union africaine pour le Congo, présentée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, oui. Ça fait, nous sommes déjà au mois de juin, on ne voit pas clair. Il n'y a rien qui est organisé. Même les retours de Lumumba posent problème. Nous faisons quoi? En tant qu'intellectuels, en tant que citoyens, en tant que peuple? Là, vous posez une question vraiment globale qui me dépasse. Mais sincèrement, moi, je vous félicite de pouvoir mettre sur pied, justement, des émissions comme celle-ci. Ce n'est pas simplement aller écrire, aller voir ou s'asseoir devant... le bureau du ministre, attendre 1 heure. Moi, je n'attends jamais d'ailleurs. 1 heure, je me fixe, vous me fixez rendez-vous. 15 minutes, vous ne me recevez pas, je pars.
Mais si vous allez et vous attendez pendant de longues heures, non, ce n'est pas normal, ce n'est pas digne. Donc, moi, je vous félicite parce que ce que vous faites, le groupe que vous animez, la Renaissance sur WhatsApp, là, mais c'est un groupe formidable. Ça éveille, je crois, et que les gens lisent. Ils doivent pouvoir lire. Ils doivent pouvoir écouter. Et moi, je me donne ce souci-là. Chaque fois que vous m'appelez, je viens. Vous m'avez de nouveau appelé ce matin. J'ai dit, je serai là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet important, culturel. Je suis dans la culture depuis l'école secondaire. Eh bien, moi, je m'intéresse à ça. Donc, et pour les autres, je crois qu'il faut davantage, effectivement, secouer. Il faut vous organiser aussi. Vous pouvez profiter, comme le président est là, vous demandez une audience. Quand on ne vous reçoit pas, vous parlez. Vous faites une conférence de presse. Mais c'est clair. Ce qu'on appelle les rapports de force intellectuelle, professeur. Je vous dis que nous qui voyageons beaucoup... Ce n'est pas poli d'aller dire je dis ceci. Nous n'avons pas été parce que le président peut vous recevoir, pas accepter de vous recevoir. Mais nous connaissons comment l'Afrique fonctionne. Oui. Il y a des calls là-bas, des cales, on fait des cales, et puis il ne vous reçoit pas. Exact. Comme il a beaucoup de choses à faire, il oublie. Exact. Donc, nous arrivons à la fin de notre entretien, professeur. Il faut créer un rapport de force intellectuelle. Intellectuelle, oui, là. Ceux qui veulent, il faut avoir la liberté de la pensée, la liberté académique. Voilà. Et pour cela, il faut des sacrifices, il faut vous organiser. Voilà. Ok, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est retenu. Ok. Et nous profitons de cette occasion pour demander à nos députés pour qu'ils puissent ratifier la charte dans le sens culturel africaine sous la présidence du président Tshisekedi. Ça sera un cadeau pour l'Afrique, pour nos enfants et pour les peuples africains. Une fois de plus, merci et bonsoir, monsieur.